Bonjour, bienvenue sur ce dernier tutoriel de cours sur le tableur. Donc nous démarrons aujourd'hui à l'onglet 40 du fichier commun. Nous allons découvrir donc les dernières notions avec notamment les tableaux croisés dynamiques et les filtres avant de faire quelques exercices complémentaires qui regroupent un petit peu toutes les notions vues depuis le départ. Donc le principe du tableau croisé dynamique, c'est la possibilité de créer un tableau par rapport à une base de données qui ici est représentée par un tableau. Tableau que nous allons pouvoir manipuler, nous en ferons quelques essais tout à l'heure, afin de pouvoir répondre assez facilement à bon nombre de questions sur une base de données. Donc la première étape pour créer un tableau croisé dynamique consiste à se placer en général dans la première cellule en haut à gauche de notre tableau, d'aller cliquer dans l'onglet Insertion et d'insérer ici un tableau croisé dynamique. Cette première zone ne doit pas être modifiée, elle représente ici les données qui ont été sélectionnées automatiquement et mises en surbrillance par Excel, donc ne surtout pas intervenir pour l'instant dans cette zone. Choix par la suite de pouvoir créer automatiquement une nouvelle feuille de calcul ici en bas pour insérer le tableau, ou de placer le tableau sur une feuille existante, ce qui sera notre cas. Pour ce choix, il nous faut donc déterminer l'emplacement, donc dans cette cellule, l'emplacement du tableau qui va se trouver pour notre part sur l'onglet 41 TCD2, et puis choisir également une cellule dans laquelle placer notre tableau. Nous allons pouvoir cliquer sur OK pour voir apparaître le démarrage de l'outil de création du tableau. Lorsque l'on clique à l'extérieur du tableau, la fenêtre de création disparaît. Lorsque l'on clique dans le tableau, cette fenêtre réapparaît, ainsi que les deux onglets contextuels, Analyse et Création. A noter que si on venait à fermer cette fenêtre par mégarde, il est possible de la faire revenir grâce à la liste des champs ici directement. Le tableau va se créer automatiquement donc avec les différents éléments qui sont ici, qui représentent nos en-têtes de colonne dans notre base de données, que nous allons déplacer dans les cases qui sont présentées ici, avec comme consigne, comme nous l'avions vu sur l'onglet précédent, à retenir que les éléments qui vont venir se mettre en colonne seront les éléments par dans la consigne, le pour déterminera ce qui doit aller en ligne, et puis la notion de filtre permettra de déterminer le filtre. Ici par exemple, on vous demande de créer le chiffre d'affaires par appellation pour chaque mois avec un filtre de région. Je retourne donc sur mon tableau, on veut par appellation, donc l'appellation va venir en colonne, pour chaque mois, les mois vont venir en ligne. Un filtre de région, donc nous allons pouvoir filtrer grâce à une région, et le chiffre d'affaires qui va venir ici. Ce tableau va pouvoir par la suite donc être manipulé de manière à pouvoir interpréter différentes valeurs, différents chiffres en fonction de plusieurs critères. Tout d'abord, nous avons ici le tableau qui concerne uniquement toutes les régions. Il serait tout à fait possible de se servir du filtre pour ne sélectionner par exemple que le nord-est, et nous voyons apparaître ici les valeurs pour le nord-est. Retournons à une valeur avec tous les filtres. Comment interpréter une valeur? Ici, il s'agit bien du mois de mars et des ventes de vin de Bourgogne. Cela signifie que le montant total, on est en somme de chiffre d'affaires ici, comme on peut le constater ici en bas. La somme du chiffre d'affaires de toutes les ventes de Bourgogne en mars représente 542,85 €. Ici, nous retrouvons le chiffre d'affaires total du Bourgogne. Ici, le chiffre d'affaires total du mois de mars. Et donc ici, le chiffre d'affaires total de l'entreprise sur les mois concernés. Plusieurs possibilités. Nous pouvons ici, dans les sommes de chiffre d'affaires, au niveau des valeurs, modifier les paramètres des champs et mettre par exemple un nombre. Donc si nous mettions la valeur en nombre, nous allons obtenir ici par exemple le nombre de ventes au mois de mars pour le vin de Bordeaux. De la même manière, nous pourrions récupérer le chiffre d'affaires moyen. Ici, cette même valeur représente le chiffre d'affaires moyen d'une vente de vin de Bordeaux au mois de mars. Et enfin, possibilité, encore une fois, de pouvoir aller chercher un minimum ou un maximum, par exemple, quelle est la plus grosse vente. Nous retrouvons la plus grosse vente de Bordeaux ici, dans toute l'année. Nous retrouvons que cette même vente, d'ailleurs, a été faite au mois de janvier, puisqu'elle représente aussi la plus grosse vente du mois de janvier. Et la plus grosse vente de l'année, par exemple, que nous allons retrouver ici, tout vin et tout mois confondus. On peut même aller beaucoup plus loin dans ces configurations. Je vais retourner en somme au préalable, et ici, pouvoir me rendre compte qu'il est possible de me mettre en pourcentage, alors du total général, par rapport à une colonne ou par rapport à une ligne, trois éléments que nous allons regarder nous directement. Par rapport au total général,
Je suis donc par rapport au chiffre d'affaires, hein, je me rends bien compte que 100% représente la totalité de mon tableau. Je peux me rendre compte que le chiffre d'affaires du mois d'avril pour les ventes de Bourgogne représente 2,54% du chiffre d'affaires de l'entreprise. De même que le Bourgogne représente à lui tout seul 14,18% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je peux également me mettre en pourcentage, par exemple, par rapport à une ligne, cette fois-ci. Donc ce qui se passe, on se rend compte que chaque ligne, par exemple ici, passe à 100%. Donc si on réfléchissait en termes de graphique camembert, par exemple, mon tout devient le mois de février. Et donc les différents vins vont devenir une portion par rapport au chiffre d'affaires de février. Autrement dit, ici par exemple, le Bourgogne représente 23,44% uniquement du chiffre d'affaires total de février. Et enfin, de la même manière, il nous est tout à fait possible de nous mettre en pourcentage par rapport à une colonne, ce qui va nous permettre cette fois-ci de passer les appellations de vin directement à 100%. Et donc cette fois-ci, par exemple, c'est bien le mois d'avril qui va représenter 17,89% du chiffre d'affaires de tout le Bourgogne. On peut ensuite s'entraîner à la création de quelques tableaux. Donc nous avons ici des consignes avec une base de données pour créer 3 tableaux différents. Alors je vais simplement remonter mes consignes en haut du tableau pour plus de lisibilité. Et donc créer ces 3 tableaux ici au même endroit directement. Je vais me placer en haut à gauche. Insertion d'un tableau croisé dynamique. Alors, la totalité ici de ma base de données a été choisie. J'avais oublié une colonne. Je vais placer ce tableau sur une feuille existante et je vais lui demander de le placer directement, par exemple, ici. Pensez toujours à laisser un petit peu de place au-dessus, dans l'endroit où vous le placez, dans le cas où on mettra en place des filtres qui demandent la mise en place d'un menu déroulant au-dessus du tableau. Je crée mon tableau et donc nous voulons afficher les moyennes des notes par branche et par classe. Donc si nous sommes par branche, c'est en colonne, et par classe, c'est en colonne également. Et donc nous allons mettre en place les notes obtenues, mais nous ne voulons pas la somme des notes, mais bien la moyenne. Donc dans les paramètres des champs de valeur, nous mettons la moyenne. Je vais donc constater ici que nous avons un tableau alors qui peut paraître plus ou moins compliqué à lire, hein, puisqu'il est très très long, mais on a bien ici les différentes matières que nous pouvons d'ailleurs replier, hein, histoire, informatique, pour avoir la moyenne directement du module, et à l'intérieur nous avons les différentes classes qui ont été répercutées. Deuxième tableau, donc je me place encore une fois en haut à gauche, je vais encore une fois faire une insertion d'un tableau croisé dynamique sur une feuille existante que je vais placer cette fois-ci juste en dessous du premier réalisé. Et donc dans ce tableau, la moyenne des notes par branche, par numéro et par classe. Donc là on va avoir un découpage sur 3 épaisseurs, donc par branche en priorité, puis un découpage par numéro de test, puis un découpage par classe directement en dessous. Et encore une fois, nous voulons toujours la moyenne des notes dans les valeurs. Paramètres des champs de valeur en moyenne. Donc là aussi, nous allons pouvoir regarder notre tableau. Donc cette fois-ci, on est toujours volontairement sur un tableau en longueur et pas en double entrée. Mais nous avons par exemple, alors je vais avancer un peu plus loin. Ici, l'histoire économie que je peux replier ou déplier. Dans l'histoire économie, j'ai les différents numéros de test que je vais pouvoir avoir. Le test 1, le test 2, le test 3, le test 4. Et dans chaque test, si je déplie, je vais pouvoir avoir ici les différentes notes. Je suis donc en informatique, dans le test 1 et les moyennes pour chaque classe que je peux lire directement en pliant ou en dépliant les informations. Bien évidemment, ces tableaux auraient peut-être été plus intéressants à construire si nous avions, je vais refaire apparaître la liste des champs, décidé par exemple de mettre les numéros de test sur le côté. On aurait pu aussi voir directement numéro de test par numéro de test ici directement. Cette fois, c'était plutôt pour vous montrer, selon la consigne, comment construire les choses. Et puis, enfin, moyenne des notes par étudiant et par branche. Pour le dernier,
Nous allons donc nous remettre encore une fois en haut à gauche, insertion d'un tableau de croisée dynamique sur une feuille existante, à cet emplacement ici. Ok, pardon, j'oublie de saisir à l'endroit. Donc si on mettait en place le tableau demandé, hein, on est sur une moyenne toujours de notes. Donc la moyenne des notes que l'on choisit ici. Sauf que cette fois, nous voulons par étudiant et par branche. Donc nous voulons le nom de l'étudiant et puis la branche directement après. Et donc nous allons pouvoir ici constater que pour Andrew, nous avons les différentes moyennes dans chaque branche. Encore une fois, ce tableau aurait été plus intéressant si on avait fait le choix par exemple de mettre les branches ici. Nous aurions ici par exemple pour chaque étudiant et pour chaque branche, donc par étudiant et pour chaque branche ici, les différentes notes qui apparaissent au fur et à mesure. Ces tableaux ont un réel intérêt puisque vous pouvez vous rendre compte qu'il est très simple de les mettre en place et surtout de modifier leur structuration et leur configuration et qu'ils permettent à partir d'une base de données brute de pouvoir lire un grand nombre d'informations. Autre outil intéressant pour essayer de chercher à extraire des informations depuis une base de données, la gestion des filtres. Donc nous allons par exemple pour une entreprise chercher les réponses à ces différentes questions. Alors je vais en faire quelques-unes avec vous pour vous montrer le fonctionnement, je vous laisserai continuer par la suite en sachant que le fichier vous donne directement la correction lorsque vous êtes trompé. Comment mettre en place les données? Encore une fois, nous nous plaçons en haut à gauche et cette fois-ci dans l'onglet données, nous allons mettre en place le petit entonnoir filtré qui apparaît ici et fait donc apparaître sur chaque en tête de colonne une liste déroulante qui va nous permettre de pouvoir automatiquement faire du filtrage, pardon. Ici par exemple, l'on me demande pour le premier cas, alors il n'y a pas vraiment de calcul à faire pour le premier, le nombre de salariés de l'entreprise. Bon, il me suffit de constater que dans l'entreprise il y a 282 lignes ici, donc 280 salariés, si je déduis la première. Donc si j'ai bien 281 salariés, je vais constater que la réponse allumera en vert directement. Pour tous les autres, combien de femmes cadres supérieures? Je vais donc ici venir dans la colonne sexe et ne prendre que les femmes et ne prendre que celles qui ont la qualification cadre supérieur. Je vais pouvoir retrouver ici en bas le nombre d'enregistrements correspondants, à savoir 12 enregistrements. Si cette valeur devait ne pas apparaître, ce qui peut arriver parfois, il me suffit de sélectionner ici mes cellules et de revoir ici le nombre de cellules non vides qui correspond à 12. Donc cela me permet de répondre ici facilement à cette réponse. Combien de salariés de la catégorie cadre dans l'entreprise sans les cadres sup? Alors, je veux les cadres sans les cadres sup. Important ici de toujours effacer les filtres avant de commencer une nouvelle question. Je veux recommencer ici. Je ne veux que les cadres sans les cadres sup. Et je vois qu'il en a bien ici 40 qui me permet ici de mettre en place l'information. Je vais en faire un autre pour vous montrer des choses un petit peu différentes. Combien de salariés ont un salaire supérieur ou égal à 70 000 euros? Donc les salariés avec un salaire supérieur ou égal à 70 000. Donc je vais venir encore une fois dans mes données, effacer, et je veux cette fois au niveau des salaires mettre, alors je ne vais pas les prendre un par un ici, inférieur ou égal à 70 000 euros en me servant des filtres numériques. Et je tombe sur 253. Alors, qui n'est pas la bonne réponse, parce qu'il ne fallait pas prendre inférieur mais supérieur ou égal. Je me suis donc trompé. Je me rends compte qu'ici mon filtre est mis en place. J'ai un filtre numérique. Je peux effacer ce filtre de salaire uniquement et recommencer. Donc on veut bien supérieur ou égal et pas inférieur ou égal. C'est moi qui me suis trompé. Et donc cette fois la réponse est de 28 et normalement il s'agit bien de la bonne réponse. Dernier, pour vous montrer un cas particulier, nous cherchons la moyenne des salaires, donc des salariés qui ne sont pas agents. Alors arrondi sans décimale. La moyenne des salariés qui ne sont pas agents. Je vais encore une fois effacer mes filtres. Je veux les salariés sauf les agents. Donc je vais garder tout le monde sauf les agents, et je voudrais calculer la moyenne de leur salaire. Alors, petite particularité que je vais vous montrer
avec un autre exemple d'abord. Donc je vais effacer les filtres. Imaginons par exemple que je cherche uniquement les femmes qui soient cadre sup et puis dont le salaire serait supérieur à, donc salaire annuel supérieur à 70 000 euros. Donc je tombe sur ces valeurs-là, 12 personnes concernées, et je voulais vous montrer une particularité du calcul de moyenne ici, pour vous faire comprendre bien ce qui se passe. Si je calculais la moyenne de ces salaires présents ici, avec une formule, Excel m'annonce 36 885, ce qui paraît complètement aberrant et étonnant, puisque toutes ces personnes, je vous le rappelle, ont été filtrées avec un salaire supérieur à 70 000 euros. Donc cette moyenne, a priori, semble fausse. Que se passe-t-il ici en réalité? Lorsqu'on le regarde, nous voyons que la formule calcule la moyenne de H43 jusqu'à H282, et en fait, Excel tient compte de toutes les lignes qui ont été cachées. On voit bien ici que la ligne 43 est prise en compte, la 60 aussi, mais en fait, il tient compte de toutes les lignes entre la 43 et la 82, celles qui ont été masquées par les filtres. Autrement dit, lorsque l'on travaille sur des filtres, et qu'on veut par exemple calculer des moyennes, il n'est pas possible de se servir des formules qui vont tenir compte des lignes qui sont intermédiaires. Ou alors, il aurait vraiment fallu, ici, plutôt que de sélectionner une plage, prendre avec la touche contrôle par exemple, les différentes cellules, une après l'autre, au fur et à mesure. Donc, ce qui aurait effectivement été possible, mais qui semble un petit peu plus laborieux, et nous aurions trouvé la bonne moyenne. Sinon, une autre solution consiste simplement à sélectionner les cellules que l'on voit nous à l'écran, et de se servir ici de la moyenne de la calculatrice automatique, 86 523,83, autrement dit 86 524 si on arrondit, ici 86 524. Alors, c'est pas la bonne réponse parce que c'est pas ce que nous cherchons ici, effectivement, mais on va pouvoir s'en servir directement dans cette cellule-là. Donc pour cette cellule, si nous voulons faire le bon calcul pour le coup, la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas agents, donc nous allons pouvoir appliquer ce que nous avons découvert. Nous voulons les salariés qui ne sont pas agents, donc tout le monde sauf les agents, et nous allons prendre directement tous ces salaires pour tomber sur la valeur de 54 859 si nous arrondissons. Donc ici, 54 859 avec l'arrondi. Voilà pour l'utilisation des filtres. Je pense que vous arriverez très facilement à trouver les derniers en sachant qu'il y a une correction automatique qui est mise en place. Passons à présent à l'exercice 9. Alors, je vais au préalable supprimer puisque j'avais commencé une première correction. Donc, je vais supprimer les valeurs que j'avais mises en place directement. Alors pour cet exercice, nous voulons mettre en place un calcul automatique pour une centrale d'achat qui va appliquer donc des pourcentages selon un nombre de produits commandés. Et nous voulons prévoir donc toute cette zone de cellules à l'avance pour qu'elle se remplisse automatiquement en choisissant uniquement ces 4 valeurs qui sont ici. Donc j'ai mis 4 valeurs de manière arbitraire, un prix de catalogue à 10 000 euros, un pourcentage de remise de 2%, un pas à tous les 100 produits et un nombre estimé d'achat de, je vais mettre par exemple 780 produits pour avoir un chiffre qui ne soit pas complètement fixe. Première vérification à mettre en place ici et là, le pourcentage de remise lui doit être compris entre 1 et 10%. Donc nous voulons avec un et que la valeur qui se trouve ici soit supérieure ou égale à 0,01 et que cette même valeur soit inférieure ou égale à 0,1, à savoir un 1% et 10%. Je vous rappelle qu'il nous faut marquer les valeurs ici en décimales. Lorsque le test est vrai, donc avec un si devant, comme nous avons l'habitude de le faire, si ce test est vrai, alors il n'y a pas de message d'erreur. Sinon, le message d'erreur, ce serait entre 1 et 10%. Alors je vais mettre entre 1% et 10%. Donc ici, pas de message d'erreur, nous pouvons tester, avec 11, il y aura effectivement une erreur qui apparaîtrait. Même principe ici, le nombre estimé doit se situer entre 1 et 50 fois le pas. Donc il doit être forcément supérieur au pas qui se trouve au-dessus, et inférieur ou égal
à 50 fois le pas. Donc, encore une fois avec un « et », nous voulons vérifier avec un « et » que cette valeur qui est ici est supérieure ou égale au pas, ou alors que cette même valeur qui se trouve ici, en B5, est inférieure ou égale à 50 multiplié par ce même pas qui se trouve ici. Autrement dit, nous envisageons de ne pas pouvoir commander plus de 50 fois le pas qui est proposé. Alors ici, il me dit que c'est vrai, donc il nous faut encore ajouter un si. Si ce test est vrai, dans ce cas-là, il n'y a pas de message d'erreur. Sinon, le message d'erreur entre 1 et 50 fois le pas. Il manque une parenthèse qui va être ajoutée automatiquement. Nous pouvons tester cette erreur. Si nous mettons par exemple 50, ici, le message d'erreur apparaît. Il nous faut ensuite initialiser la première ligne, et la deuxième ligne par la suite, elle pourra être étendue sur la totalité de l'exercice. Pour la première ligne, la condition d'affichage va dépendre de savoir s'il y a des erreurs ici ou pas. Donc pour cela, il nous faut vérifier avec un « et » que cette cellule est vide et que cette cellule est également vide. Lorsque c'est le cas, donc nous allons pouvoir commencer avec un si. Si le test vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, dans ce cas-là, la réduction a mise en place. Combien de réductions sont mises en place ici? Nous sommes sur la première ligne, il y en aura 0 tout simplement. Sinon, c'est-à-dire si le test n'est pas vérifié, nous ne faisons rien. Le nombre de début, nous allons pouvoir faire avec un test. Alors simplifier le test, si cette case-là est vide, dans ce cas-là, nous ne faisons rien. Sinon, le nombre de début ici sera tout simplement 1. Pour initialiser le nombre de fins de départ, aussi relativement simple, nous allons tester toujours avec un si. La ligne de départ est vide, alors nous ne faisons rien. Sinon, nous allons mettre simplement la valeur du pas qui est proposée ici. De la même manière pour le prix appliqué, égal à si la cellule de départ est vide, alors nous ne faisons rien. Sinon, nous allons appliquer directement le prix catalogue. Et pour le gain, pour l'instant, il n'y a pas de réduction, donc égal à si la première ligne égale à vide, alors rien, sinon il y a 0% de réduction pour le départ, donc cette première ligne relativement simple à mettre en place. Pour la recherche du nombre de réductions, nous allons commencer par chercher si le nombre estimé, le nombre d'avant est plus petit que le nombre estimé divisé par le pas moins 1. Dans ces cas-là, nous mettrons le nombre d'avant plus 1, sinon rien. Donc nous cherchons bien 780 divisé par 100, nous aurons donc 7,8, moins 1, 6,8. Donc si nous sommes inférieurs dans le nombre d'avant, il nous faudra ne rien faire. Sauf que cette valeur doit pouvoir être étirée jusqu'en bas, donc plusieurs consignes à appliquer. Déjà, nous allons bloquer le nombre estimé pour qu'il ne bouge pas, ainsi que le pas pour qu'il ne bouge pas. La cellule A7, elle pourra se déplacer bien évidemment. Alors je vais travailler là-haut pour plus de facilité. Et puis bien évidemment, je vais rajouter un élément qui dit que si la première cellule, donc qui se trouve en A7, mais je vais la bloquer celle-ci pour qu'elle ne bouge jamais. Si la première cellule en A7 est vide, alors je ne ferai rien, sinon je remplirai le tableau. Ce qui permettra, s'il n'y a pas de première cellule de saisie, de ne jamais remplir le tableau. Alors, un problème de parenthèse. C'est pas des virgules, mais bien des points-virgules entre les valeurs, puisque nous sommes sur la version française.
Cette formule peut donc être étirée, cette fois-ci jusqu'en bas, et elle va donc se remplir uniquement jusqu'à 7. Nous pouvons constater que si nous mettions par exemple 980, cela se remplirait automatiquement jusqu'à 9. Le calcul du nombre de début, donc égale si la cellule d'avant est vide, alors nous ne faisons rien, sinon le nombre de début sera le nombre de fin de la dernière fois, plus 1. Là aussi, ce nombre va pouvoir être étiré jusqu'en bas directement. Alors il n'y a pas de valeur pour l'instant parce que je n'ai pas de nombre de fin. Le nombre de fin, lui, sera toujours de la même manière. Égal si le début de ma cellule est vide, alors je ne fais rien. Sinon, je prendrai le nombre de fins plus le pas, qui m'emmènera donc au nombre suivant directement ici. Et là aussi, je vais pouvoir étirer ceci jusqu'en bas. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Quelle est l'erreur qui se produit ici? Le pas, bien évidemment, n'a pas été bloqué. Vous pouvez constater qu'effectivement, ici, le pas est pris au mauvais endroit. Donc, ce qu'il ne fallait pas oublier dans cette formule, ce que je viens de faire moi de mon côté, c'est qu'il faut effectivement bloquer le pas en totalité pour éviter que cette valeur de la cellule violette ne descende. Et me permet maintenant directement de pouvoir étirer correctement jusqu'en bas. Pour le calcul du prix, nous allons lui demander, encore une fois, si la première cellule est vide, alors je ne ferai rien. Sinon, le prix se calculera simplement en multipliant le prix précédent, que nous multiplions par, entre parenthèses, 1 moins le pourcentage de remise, que lui devra être bloqué directement. Là aussi, cette formule peut être étirée automatiquement jusqu'en bas. Et enfin, pour le calcul du prix, toujours pareil, si ma cellule de départ est vide, alors je ne fais rien. Sinon, je vais appliquer de manière très simple, entre parenthèses, le prix, alors je vais travailler ici, le prix de départ, moins le prix appliqué ici, que je vais diviser par le prix de départ. Et on se rend bien compte, encore une fois, que le prix de départ ne devra pas bouger, donc je vais le bloquer encore une fois en totalité, ici et là. Et ce pourcentage peut être donc étiré directement jusqu'en bas. Donc ici, les lignes sont bien remplies jusqu'à 7. Nous allons pouvoir tester les modifications si nous changeons le prix, par exemple, à 20 000. Donc tout est appliqué automatiquement au niveau des prix. Si nous changeons le pas sur 200, il n'y a plus que les lignes concernées qui vont apparaître. Et si je mettais le montant estimé à 1200, je pourrais voir aussi effectivement ce qui se met en place. Alors je vais rechanger le pas à 50 par exemple, et de voir que les lignes se remplissent donc de manière automatique jusqu'au bout systématiquement. Alors pour calculer ici, d'abord les moyennes par UE, donc nous allons chercher la moyenne, donc des notes de l'UE1, à savoir les 3 premières notes. Donc jusque là, pas de souci. Nous allons arrondir avec l'arrondi sup, donc l'arrondi supérieur de cette moyenne avec un seul chiffre. Et puis, nous allons rajouter, comme toujours, notre test. Si il n'y a pas de nom dans la ligne, alors nous ne mettons rien, sinon nous faisons notre calcul d'arrondi.
Cette moyenne va pouvoir s'étirer sur la totalité des lignes du tableau. Je vais m'arrêter ici, mais on n'aurait pas allé jusqu'au bout. Nous allons procéder exactement de la même manière ici, égale l'arrondi supérieur de la moyenne, des notes cette fois qui sont ici, donc pour le UE2, encore une fois à un chiffre, et nous rajoutons toujours ce même test, égal à si il n'y a pas de nom, alors rien, sinon mise en place de l'arrondi. Alors il y a un égal de trop. Et un problème de parenthèse qui est réglé. Procédons de la même manière encore une fois, égal arrondi supérieur de la moyenne, des notes cette fois-ci de l'UE3, donc ce sont ces 4 notes qui sont ici, avec un chiffre après la virgule, et encore une fois, si le nom est égal à vide, alors rien, sinon mise en place de la formule, avec la parenthèse à la fin cette fois-ci. Procédons encore une fois de la même manière, pour le dernier, égal arrondi sup de la moyenne des notes de l'UE4 qui se trouve donc ici, toujours avec un chiffre pour l'arrondi, et puis, alors encore une fois je vais travailler là-haut, si le nom est vide, alors nous ne faisons rien, sinon une parenthèse à la fin pour terminer notre travail. Le calcul de moyenne générale sera donc la moyenne des moyennes. Donc le principe reste toujours le même, égal, alors on va mettre encore un arrondi sup ici, qui va cumuler avec le premier, de la moyenne, des 4 notes qui se trouvent ici, toujours un chiffre, et puis encore une fois, si le nom est vide, alors nous ne faisons rien, sinon le calcul de la moyenne. Là aussi, étiré jusqu'en bas. Nous cherchons ensuite le nombre de notes insuffisantes. Donc, une note inférieure à 8 est une note insuffisante. Et les notes éliminatoires donc, seront de 0. Pour calculer le nombre inférieur à 8, il va nous falloir utiliser une fonction qui est la fonction NBC, qui va compter le nombre de notes qui serait éventuellement inférieur à 8. Donc il est égal ici, NBC. Dans quelle plage allons-nous chercher? Donc dans la plage des notes qui se trouve ici, plage des notes que nous allons bloquer, que nous n'allons pas bloquer, pardon, pour pouvoir permettre de descendre. Le critère est ici, entre guillemets, inférieur strictement à 8. Nous pouvons vérifier que cette formule va fonctionner. Cet étudiant aurait 7 notes inférieures à 8, donc nous pouvons le vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc c'est bien cohérent. Il nous reste encore une fois à rajouter une condition ici à l'intérieur. Si il n'y a pas de nom dans la cellule, alors nous ne faisons rien, sinon nous mettons en place le calcul avec NBC. Formule qui peut désormais être étirée sur la totalité de la colonne. Alors je me suis trompé dans ma formule, j'ai interverti les deux colonnes, la note insuffisante est bien inférieure à 10 ici pour le coup. D'ailleurs je vais copier cette formule. Donc on a bien dit une note inférieure à 10, pardon, que je vais pouvoir étirer jusqu'en bas. C'est à côté que nous allons chercher les notes inférieures à 8, donc égal NBC de la même manière. Si dans la plage qui se trouve ici, le critère c'est cette fois-ci effectivement inférieur à 8. Et encore une fois,
le même test. Si le nom est vide, alors je ne fais rien. Sinon, voilà. Donc cette fois, nous avons bien les notes inférieures à 8. Il nous reste donc à afficher le résultat, savoir si la personne est refusée ou admise, et puis à chercher sa mention. Pour être admis, il faut répondre à 2 critères. Il faut 2 critères obligatoires. Ici, avoir 0 note éliminatoire et que la moyenne de chaque UE soit supérieure ou égale à 10. Donc pour cela, nous allons travailler avec un et. Première chose, le nombre ici est égal à 0. Et puis, nous voulons nous assurer que la plus petite des moyennes soit quand même supérieure à 10. Donc, nous allons chercher cette fois le minimum de toutes ces moyennes, qui est là, et nous assurer que ce minimum qui se trouve ici soit strictement supérieur ou égal à 10. Donc, nous vérifions avec 2 critères qu'il n'y a aucune note éliminatoire et que la plus petite moyenne dans les modules soit supérieure ou égale à 10. Et donc, si tout cela est vérifié, alors la personne est admise. Sinon, nous écrirons refusé. Et bien évidemment, comme toujours, si il n'y a pas de nom dans la première cellule, alors nous ne faisons rien, sinon nous appliquons ce qui a été mis en place. Là aussi, nous pouvons étirer sur l'ensemble des lignes. Pour la recherche de la mention, nous allons utiliser un si récursif imbriqué, donc les si les uns dans les autres. Donc en commençant, en disant que si la moyenne est supérieure ou égale à 16, alors la mention sera très bien. Sinon, nous commençons un autre si. Si cette même moyenne est supérieure ou égale à 14, alors la mention sera bien. Sinon, si cette même moyenne est supérieure ou égale à 12, alors la mention sera assez bien. Sinon, si cette même moyenne en Q4, en Q4 est supérieure ou égale à 10, alors la mention sera une mention satisfaisante. Sinon, il y a un guillemet de trop, sinon rien. Donc cette formule nous permet d'avoir ici nos mentions. Petit problème, certaines mentions vont s'afficher pour des étudiants qui ici par exemple ont une moyenne supérieure à 11 mais qui ont été refusés du fait de notes éliminatoires par exemple. Donc ce que nous voulons, c'est modifier l'affichage. De toute façon, il nous faudrait encore ajouter une condition pour que rien ne s'affiche lorsqu'il n'y a pas de nom. Et donc pour cela, nous allons rajouter une condition supplémentaire. La condition supplémentaire va être de vérifier 2 critères d'un coup. Donc nous faisons comme toujours un test, mais ce test va demander 2 critères, donc un et cette fois-ci. Le premier critère, c'est que cette cellule A4 soit différente du vide, mais qu'en même temps, la valeur qui se trouve écrite ici, l'admission, le résultat, soit lui égal à admis. Dans ce cas, point virgule. Donc, avec un si les 2 critères sont tous les 2 vérifiés, la cellule est non vide avec le nom et l'étudiant y admis, alors nous appliquerons seulement notre si récursif et nous fermons donc ici le si à la fin. Et donc, pour que cela fonctionne, il nous faut donc... Alors le faux arrive ici, pourquoi? Parce que dans notre test, si les 2 éléments sont vrais, alors il fait ceci. Sinon, il nous faut rajouter point virgule à la fin
on ne met rien. Voilà pour le calcul des mentions. Nous voulons maintenant chercher le nombre de personnes refusées, le nombre de personnes satisfaisant, le nombre de assez bien, le nombre de bien et le nombre de très bien. Pour cela, nous allons utiliser la fonction SUMSI. Alors, pardon, égale SUMSI. Nous allons chercher les personnes refusées. Donc ça va se retrouver dans la colonne des résultats. Donc dans cette colonne-là, alors attention, nous voulons trouver pour éventuellement 1000 personnes d'un coup, donc je vais aller jusqu'à T1000 par exemple. Donc je vais travailler là pour plus de simplicité. Et je vais bien évidemment bloquer ces deux éléments. Donc dans cette colonne-là, je vais aller chercher un critère particulier. Le critère que je vais chercher, c'est le critère refusé. Lorsque j'aurai trouvé ce critère, je vais faire la somme des critères refusés. Alors ici, ce n'est pas une SUMSI, je me suis trompé, pardon, c'est bien NBSI, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de somme à faire ailleurs. Donc c'est bien le nombre de valeurs qui vérifie le critère refusé. 4 personnes ont été refusées, ce qui est bien le cas ici. De la même manière, nous allons rechercher le nombre de personnes qui ont la mention satisfaisant, égale NBSI toujours. NBSI, dans la colonne des mentions cette fois, que nous bloquons toujours encore une fois avec F4. Et nous cherchons cette fois la mention satisfaisant. Donc le critère c'est... Ici il faut simplement faire attention à ne pas faire deux fautes d'orthographe. Et nous allons reproduire de la même manière cette même formule pour chercher le nombre de personnes qui ont la mention AB, B ou très bien. Donc ici, je vous conseille par exemple de copier cette formule, de faire échappe, de la recoller dans chacune des cellules pour l'instant et de venir modifier uniquement le critère, à savoir ici le critère AB. Ici, le critère B. Et ici, le critère très bien. Il y a donc une mention très bien, il y a donc deux mentions bien, une seule mention à bien, deux mentions satisfaisantes et 4 personnes pardon, qui ont été refusées à l'intérieur. Voilà pour l'exercice 9. Pour ce dernier exercice, donc il s'agit de gérer un championnat de basket sur une année. Donc pour les colonnes B et D ici, il s'agit d'afficher directement en fonction du code équipe qui est marqué le nom de l'équipe. Donc nous sommes clairement dans l'application de VLOOKUP, égale recherche verticale. La valeur cherchée, c'est le code équipe que nous cherchons dans le tableau qui recense les clubs, pardon, mais que nous bloquons. Nous allons ensuite trouver la réponse colonne 2 avec une recherche exacte. Donc nous pouvons étirer cela jusqu'en bas. Et puis refaire de la même manière. Recherche verticale. Du code équipe qui se trouve ici. Que nous recherchons toujours dans ce tableau qui va être encore une fois bloqué. Et pour lequel nous allons trouver la réponse colonne 2 de manière exacte avec un faux. La recherche du gagnant, alors déjà, savoir que s'il y a un match nul, il doit y avoir une signification d'erreur. Donc égal à si la valeur à domicile est égale au score à l'extérieur, alors dans ces cas-là, on fait apparaître un message d'erreur que je vais noter de cette manière-là. Sinon, si le code à gauche est supérieur, le score de gauche est supérieur
à suite droite, alors je vais pas pouvoir cliquer, je vais aller sur la colonne F4. Si le score à gauche est plus grand que celui de droite, dans ces cas-là, l'équipe gagnante, c'est l'équipe à domicile, donc savoir l'équipe qui se trouve ici. Sinon, c'est l'équipe qui se trouve ici. Nous allons pouvoir valider les scores. Alors, il y a un problème de virgule quelque part qui a été corrigé. Et nous allons pouvoir effectivement étirer cette formule jusqu'en bas. Donc ici, nous pouvons vérifier au hasard. L'équipe de gauche qui a gagné, c'est bien l'équipe 2. Bien évidemment, nous pouvons rajouter une sécurité supplémentaire avec un autre si. Si, alors, on va mettre ça avec un ou alors le score de gauche n'a pas été saisi, ou alors le score de droite n'a pas été saisi. Donc il faut terminer notre ou. Si l'un ou l'autre des scores n'est pas saisi, dans ces cas-là c'est un problème de saisie, et dans ce cas-là nous ne faisons rien. Sinon, nous mettons en place le système. On pourrait aussi, dans ces cas-là, mettre un message d'erreur par exemple. Encore une parenthèse pas fermée. Donc je vais tirer sur le côté et je vais pouvoir vérifier par exemple si j'avais 2 matchs nuls ici, j'aurais une erreur. Et puis si j'oubliais de saisir un code, j'aurais également une erreur qui apparaîtrait. Le même principe pour la formule sur les matchs retour. Alors, égal si le premier score est égal au deuxième, dans ces cas-là, il y a un message d'erreur. Sinon, si le score de gauche est plus grand que le score de droite, donc cette fois qui se trouve en I4, dans ces cas-là, l'équipe gagnante est la première, sinon l'équipe gagnante est la deuxième. Je ferme le premier si, je ferme le second si, je vérifie déjà que cela fonctionne. L'erreur apparaît bien ici. Et je rajoute encore une fois mon test de tout à l'heure. Si avec un ou le premier score n'est pas renseigné, ou alors le deuxième score n'est pas renseigné. Dans ces cas-là, je marque qu'il y a une erreur. Sinon, si. Alors, le petit inconvénient, bien évidemment, dans ce fonctionnement-là, c'est que en cours de saison, lorsque certains matchs n'ont pas encore été faits, nous allons avoir un message d'erreur. Ce qui veut dire qu'il nous faut modifier ce message. Dans ces cas-là, nous mettrons par exemple un petit trait d'union à la place. Ce que je vais modifier dans mes deux formules ici directement. Ce qui va permettre de bien distinguer en cours de saison, par exemple, une erreur qui apparaît ici parce que le match a donné match nul, mais lorsque tous les matchs n'ont pas été faits, nous voyons bien qu'il reste à faire et on peut distinguer ici l'erreur de la non-saisie. Ici, calcul de somme, nous allons mettre en place la somme de tous les points à domicile. Cette formule peut être étirée vers la droite puisque tout va se déplacer automatiquement, hein. Regardez bien, c'est bien un changement de colonne. Pareil pour la moyenne. La moyenne des valeurs à domicile. Alors que nous allons pouvoir arrondir de manière classique
à un point, après la virgule. Là aussi, ça peut s'étirer sur le côté. Le maximum, pardon. Le maximum de points qui a été marqué dans la saison. Le minimum sera pour en dessous. Donc celle-ci, je l'étire. Ici, égal, pareil. Égal minimum de tous les points que l'on peut tirer sur le côté. Le principe reste le même hein, pour la deuxième directement. Je dois pouvoir même étirer ces formules ici directement. Ce qui m'évite de les faire plusieurs fois, hein, puisqu'encore une fois, vous avez pu constater qu'il y a un changement de colonne qui se fait automatiquement. Il n'y a que celle-ci qu'il faudrait supprimer et par exemple remettre en blanc. Je cherche à présent le nombre de points qui ont été marqués pour les différentes équipes. Alors, à savoir que si on a gagné, on a marqué 2 points. Si on a perdu, on marque un seul point. Le nombre de journées jouées ici, qui va se renseigner en fonction du nombre de l'avancement de la saison. Imaginons donc que nous sommes en fin de saison. Si nous regardons le nombre de journées, il y a ici 28 journées multipliées par 2, ce qui fait bien 56. Donc imaginons que nous sommes à la fin du championnat, il y a eu 56 journées qui ont été jouées. Une solution simple va être de chercher le nombre NBC, le nombre de fois où l'équipe ici a été marquée gagnante. Donc je vais chercher NBC, première fois dans les matchs allés. Je vais chercher combien de fois l'équipe numéro 1 a été gagnante. Je vais ajouter à cela le nombre de fois où cette même équipe a été nommée gagnante dans les matchs retour. Alors, comment réussir à affecter 2 points ou 1 point de manière plutôt simple? Le nombre de fois on est gagnant ramènerait 1 point à chaque fois qu'on a gagné et 0 lorsqu'on a perdu. Si on ajoute à cela le nombre de journées qui ont été effectuées, en sachant qu'on aurait, quoi qu'il arrive, 1 point à chaque journée, plus 1 point à chaque fois qu'on a gagné, on aurait bien donc 2 points par match gagné et un seul point par match perdu. Donc petite astuce qui permet de gagner un petit peu de temps dans la complexité de la formule. Cela me permet de calculer automatiquement le nombre de points de chaque équipe. Alors, j'ai des problèmes de valeur, pour quelle raison? Bien évidemment, il me fallait bloquer les différentes plages sélectionnées ici, pour que cela puisse fonctionner, à ne pas oublier. Alors, j'ai toujours un problème de valeur. Qu'est-ce que nous avons oublié ici? Bien évidemment, cette valeur C2 ici, qui elle doit être bloquée en totalité également, pour ne pas bouger. Et voilà. Et enfin, le calcul du rang, que nous avons déjà mis en place plusieurs fois, rank, pour la version en anglais. Le nombre qui est cherché est celui-ci. La plage dans laquelle il est affecté, c'est celle-ci. Cette plage, encore une fois, va être bloquée en totalité. Et donc, nous allons pouvoir étirer jusqu'en bas, et cela nous donne directement le classement avec l'équipe gagnante qui se trouve ici. Voilà pour la fin de ce tutoriel, pour la dernière partie de cours sur le tableur. Merci.